Les débats de l'été Sud Radio. 12h10 en direct sur Sud Radio. Les pays d'Afrique de l'Ouest exigent la libération immédiate du président Bazoum et viennent de fixer un ultimatum d'une semaine à la junte putschiste au Niger. De son côté, Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts sur place. Une question se pose évidemment aussi en toile de fond: à quel point la France dépend du Niger en matière d'uranium, qui est le premier importateur de l'Union européenne. Nous sommes en direct avec Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe au Pôle Afrique. Bonjour Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord sur ce qui se joue en ce moment. Est-ce qu'il y a une chance sérieuse que la junte réponde favorablement à l'ultimatum des pays d'Afrique de l'Ouest ? Alors, pour l'instant, l'ultimatum qui est vécu comme un coup de saumon, c'est même de manière un petit peu brutale, parce que cette institution régionale et d'une crédibilité très faible dans les sociétés civiles ouest-africaines et même sur tout le continent, parce que beaucoup d'épisodes antérieurs, tels que des troisièmes mandats, des coups d'État, n'ont pas reçu une telle réponse. Mais là, il y a eu un changement. Donc de présidence depuis le mois de juillet, depuis le 10 juillet, par le président du Nigeria, ce pays mastodonte et puissant, le président Tinubu, qui partage avec le Niger, qui est en crise, une énième crise, si je serais tenté de dire, et de 1500 kilomètres, un pays, le Nigeria, qui est plus de 200 millions d'habitants, 30 fois plus grand que le Niger, même si c'est un pays extrêmement vaste, le Niger de 25 millions d'habitants, donc essaye de faire montre et sortir ses muscles même, mais cet ultimatum est aussi lié à est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de déployer les armées des pays membres de la CEDEAO, donc plutôt laisser une marge ouverte aux négociations, à la pédagogie des négociations, parce que il y a les vulnérabilités sociales et économiques. Oui, c'est un pays très très pauvre. Le Niger, malgré, on va en parler tout à l'heure, l'uranium, qui semble toujours incroyable. Malgré ce contraste, qui est d'ailleurs pour tout le continent, c'est-à-dire des populations pauvres mais extrêmement riches, que ce soit sur le plan des compétences, mais aussi sur le plan des matières premières. Mais il y a vraiment une problématique de crise politique successive. Il y a eu donc un coup d'État, pour revenir au siècle dernier, c'est très proche, 96, 99, 2010, des coups d'État donc au Niger. Là, c'est une crise qu'on pourrait dire, c'est un schisme militaire à l'intérieur de l'armée, mais aussi de la garde présidentielle, qui avait déjà trop de pouvoir au sein du pouvoir antérieur, c'est-à-dire de monsieur Issoufou, comme malheureusement dans beaucoup de présidences et de gouvernance en Afrique, les militaires ont trop de pouvoir politique. Et là, il y a eu un schisme, parce que ceux qui ont pris le pouvoir devaient être remerciés à la fin de la semaine dernière. Jean-Claude Tchikaya, vous nous parlez de schisme. Alors, c'est pas qu'une affaire effectivement de désaccord au sein du pouvoir. C'est vrai que ce coup d'État illustre la cristallisation du sentiment anti-occidental, anti-France, accusé notamment, on parlait des richesses du sol africain et du Niger en particulier, accusé de voler ces richesses, de n'avoir d'ailleurs aussi pas pu chasser les djihadistes du Sahel. C'est un faux procès qu'on fait à la France, où il y a quand même un petit peu de ça, merci de me laisser m'emparer de ce terme qu'il faut historiciser, que je manie avec des pincettes. Le terme anti-français date de la colonisation, voire avant de l'esclavage. À chaque fois qu'il y avait des luttes légitimes de libération, leur était imputé aux pays africains, et voire même en Outre-mer, de sentiments anti-français. Je ne dis pas ça pour exonérer ceux qui font montre de 10 sentiments anti-français, mais il y a 25 millions d'âmes au Niger. Ils ne sont pas tous animés par ce sentiment, et même il faudrait le circonscrire à la donne politique, c'est-à-dire la France-Afrique, qui est donc un système politique, philosophique, économique, qui est souvent stigmatisé, et pas seulement parce que c'est M. Macron qui est au pouvoir, mais tous ont connu cela. On le surestime, vous pensez ? Ce sentiment anti-français, malheureusement, on le lit ici ou là, mais malheureusement, on n'est pas sur le terrain. Malheureusement, il devient paroxystique, et certains passent le Rubicon donc d'une vision
parce qu'il y a 1,2 milliard d'Africains. Les Africains ne sont pas devenus xénophobes à l'égard de l'Afrique. Mais sauf que la France n'est pas la seule à avoir se trouver montré du doigt. Les Américains et autres présents au Niger sont aussi presque conduits sur le plan populaire, mais pas seulement. Donc la France, les Américains et autres, mais aussi la CEDEAO, l'Union africaine. Mais accusés d'être pro-occidental aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration devant plusieurs inquiétudes. L'état social et économique est très inquiétant. Souvent, j'entends que M. Bazoum a été élu, M. Issoufou, sans problématique démocratique, alors qu'il suffit de regarder. Ça n'a pas été, ça a été des élections très contrastées. C'est un euphémisme. Donc il y a, mais M. Bazoum commençait à réussir cette transformation sociale et économique, ce qui rend la compréhension de ce coup d'État un peu plus difficile, notamment sur ce qui est énoncé par M. Tchani, qui était donc le chargé de la garde présidentielle. En tout cas, donc il partage le bilan. C'est la Russie qui semble aujourd'hui en profiter, en tout cas de ce qu'on voit. Encore une fois, moi je suis très prudente, on voit ça du côté de Paris, on lit la presse évidemment, mais c'est la Russie qui semble profiter de ce désamour et à la faveur de ce coup d'État, on voit beaucoup de drapeaux russes s'élever. Que font de mieux les Russes sur le terrain par rapport aux Français? Est-ce que d'ailleurs c'est le cas, ou il y a une méprise de la part des Nigériens selon vous, et des attentes un petit peu trop hautes peut-être? Oui, j'irais presque à dire qu'il y a presque un biais cognitif et en termes de représentation, aussi bien fustigeant la France et l'Amérique de ne pas arriver à bout de la problématique djihadiste dans tout le Sahel, qui est aussi grand que l'Europe. Si c'est une défaite, si c'est un échec partagé avec l'armée nigérienne, partagé avec les armées du Sahel. Donc se dissocier d'une défaite ou d'une réussite associée. Donc que font les Russes? Il y a des accords donc armée. D'ailleurs, la Russie est passée devant la Chine au niveau de l'armement, mais ils envoient des mercenaires. Donc c'est Wagner, complètement ubuesque que des États, voire une société civile, préfèrent, donc au lieu de faire un bilan objectif et travailler ensemble avec le partenaire avec qui ils voudraient donc travailler, mais là appeler donc des mercenaires, après le fait que, en plus sur le droit international, donc des mercenaires, c'est complètement interdit. Puis on ne présente pas Wagner, qui malheureusement est une société donc sanguinaire et prédatrice. Alors le Niger est un partenaire stratégique de la France qui compte actuellement quelques 1500 militaires dans ce pays. Vous venez d'y faire allusion, clé donc dans la lutte anti-djihadiste, même si c'est compliqué. Et fournir par ailleurs, on y vient, 20% de l'uranium européen. Et dans une un peu plus moindre mesure, la France, à quel point sommes-nous dépendants du Niger ? Mais il y a une dépendance géostratégique, géoéconomique. Là, c'est bien signifié, c'est bien une crise sur la géoéconomie et sur le plan géostratégique, parce que la Russie n'est pas très haute sur le plan de l'investissement. La France reste première au niveau des investissements, voire deuxième sur tout le continent. Donc, la pluralisation, la diversification des partenaires avec le Niger ou d'autres pays en Afrique, la France en fait partie, la Chine aussi. Et l'ouverture géopolitique est une donnée dans un monde multipolaire presque qui convoque à l'obligation. Mais donc concrètement, en quoi ça peut peser sur la France, cette dépendance avec le Niger, avec l'uranium? Parce que il y a une vision du substrat sur la France-Afrique où il y avait bien sûr, donc il y a, pour les populations, se savoir avec autant de richesse et vivre chichement. Il y a beaucoup, le taux de chômage, les frustrations sociales et économiques, c'est une cohabitation invraisemblable ça c'est entendu, on en a parlé, donc, mais c'est vrai que ce partenariat sur l'uranium, comment il s'inscrit par rapport à ce coup d'État? Quelles peuvent être les conséquences pour les uns et pour les autres? Alors, moi je vois plutôt une première chose, c'est la collaboration, le partenariat militaire, qui est beaucoup plus problématique maintenant, parce que depuis quelques mois, avec une répartition nouvelle du commandement, c'était les Nigériens, les soldats français étaient sous le commandement des militaires nigériens, mais là ils peuvent pas, la France ne peut pas accepter, ni l'Amérique et autres ne peuvent pas accepter d'être sous le commandement d'une junte illégitime.
légitime. Les Russes, eux, vont sûrement accepter, mais pour envoyer en se payant sur la bête, j'allais dire sur les matières premières, et donc on va... Là, on se trouve vraiment vers une problématique où il faut laisser la place à la négociation, à l'intelligence intellectuelle et diplomatique de chacun. Peut-être cesser de faire montre de trop de muscles et de muscles en avant. Le Niger a ses vulnérabilités et puis les sanctions frapperaient durement un peu plus les populations que ceux qui sont qui font partie des nantis, qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui partagent le bilan. Emmanuel Macron a donc, on le rappelle, menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts sur place au Niger. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE, Institut de prospective et sécurité en Europe au Pôle Afrique. Merci d'avoir été avec nous.